Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel After the Race dédié au GP du Brésil, donc spécial Brazilian GP. Ce soir, nous sommes en compagnie de deux personnes, dont une personne qui est revenue nous faire un petit coucou. Je vais d'abord dire bonsoir à Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Willy, et oui, petit comeback après pas mal de temps d'absence, mais écoute, je suis ravi de cette invitation, et puis écoute, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et j'espère qu'on va passer une excellente soirée parce que donc évidemment si vous ne le savez pas il y a un format qui a changé depuis quelques jours donc n'hésitez pas à nous faire des remarques pour qu'on continue à améliorer l'ensemble. Et sans transition on va dire bonjour à Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir Willy, bonsoir tout le monde, c'est la première fois que je vais sur le live, je suis un petit peu timide donc Bon. Je suis pas trop sûr, si je fais des erreurs faut me le dire. Bon, y a pas de souci, t'inquiète pas, on va t'accueillir tranquillement, ça va bien se passer. Donc, justement, ce soir, au programme, au menu, si vous mangez pendant la vidéo, eh ben c'est parfait. Allez, on est parti donc pour le comeback de Lewis Hamilton. Il nous aura fait une sacrée remontée. Évidemment, c'est pas sans savoir les problèmes qu'il y a eu autour de ça aussi. Red Bull, l'impuissance. Donc là, on va en reparler aussi un petit peu de ce qui s'est passé. Et la Scuderia Ferrari qui, tout simplement, nous a plus qu'enchanté sur ce week-end de Grand Prix. Donc, on a différentes petites choses à redire vis-à-vis de la qualif, vis-à-vis de la qualif sprint, parce que c'était la dernière. En l'occurrence, c'est cette fois-ci Valtteri Bottas qui remarque des points, et pas qu'un peu, puisqu'il a gagné 2 fois. Il a fait 2 fois une victoire en qualif sprint. Mais il a aussi autant de points que Max Verstappen. Donc 7-7. Voilà. C'est la petite transition sympathique là-dessus. Il y a une chose importante évidemment qui vient avant ça. C'est le problème qu'a connu Lewis Hamilton sur sa monoplace. Et justement, on aura un petit bonus à la fin que Nathan vous présentera sur la partie technique. Voilà, donc ne quittez pas la vidéo si vous souhaitez faire les curieux. On reparle de ce petit aspect technique là avec l'aileron arrière. Nathan, ça te chagrine pas un peu ce qui s'est passé là? C'est inédit. C'est inédit ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une voiture se faire disqualifier pendant un week-end de Grand Prix. Pas après une course, parce que ça on l'a déjà vu. Mais pendant le week-end de Grand Prix, c'est inédit. Et est-ce que des dires de Toto Wolff c'était vraiment 0,2 mm pour lequel il a été disqualifié? Ça on le saura jamais. Mais voilà, on a vu que la FIA a pris le temps de décortiquer l'affaire, tout ça. Mais il y a eu une sanction. Et j'ai envie de dire, pour une fois que la FIA respecte son règlement, pour une fois, parce que on sait que la FIA, les règles changent, les limites changent d'un Grand Prix à l'autre. Donc pour une fois qu'ils réévaluent, qu'ils appliquent leur règlement correctement, beaucoup malheureusement auraient allé pour dire ouais c'est 0,2 mm, tout ça, ils auraient pas dû... Ouais mais bon, le règlement c'est le règlement. On vous dit que c'est 85 mm, c'est 85 mm. Exact. Parce que dans ces cas-là, du coup on va dire Sébastien Vettel qui perd son podium pour pareil quelques centilitres, non, c'est le règlement, voilà. Certes, on est dégoûté, mais bon, c'est le règlement. Bon, là, c'était sur de l'endurance, mais il y a une Ferrari il y a 2 ans pour les 6 heures de Shanghai qui avait été disqualifiée pareil parce que la suspension arrière droite était trop basse de 0,5 mm, pareil. Pareil, elle avait été disqualifiée. On a connu des problèmes différents aussi, hein. Par exemple As où il y a eu des revendications pour les pièces qui n'avaient pas pu être changées. Voilà, Monza, disqualification. Bon, voilà, il y a des petites choses comme ça assez drôles et heureusement le règlement il est là aussi pour fixer des règles,
on sait, il y a eu un souci d'arrivage de pièces, hein, ils sont été toutes montées le jeudi, hein. Voilà, ça a pas été, ça a été un petit peu le rush, hein. Adrien, je pense que toi de ton côté, que ce soit en carte ou autre chose, t'apprécierais pas trop ce genre de cas de figure, je pense. Euh, non, c'est clair, hein. Surtout quand tu passes à une qualification, tu fais la pole position par exemple, et qu'après on te dit tu passes à la bascule, et tu vois que les chiffres, ils galèrent à s'allumer pour le poids. Tu dis si le gars est très gentil et qu'il a vu une fois, c'est bon, entre guillemets, voilà, il est clément, etc. Mais quand ça plaît au niveau, voilà, comme en Formule 1, on va dire, voilà, même si c'est 1 millimètre, c'est trop. Voilà, t'es en dehors du règlement, il n'y a pas le choix. Au moins, ce qui était bien, je trouve, dans cette affaire, c'est que franchement, la FIA a bien pris le temps de décortiquer, même si je pense, tout le monde arrêtait pas de scruter son téléphone, etc., pendant toute la soirée pour voir où ça en était, etc. Et qu'à 1 heure de la qualif sprint ou dans l'après-midi, je sais plus, la décision est tombée. Là, on s'est dit, franchement, ça va nous accorder du grand spectacle pour la course. Et aussi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de reciter un peu une affaire pour l'année dernière, c'est avec la Racing Point, avec les écopes de frein de la Mercedes. On peut citer cette affaire-là. Et ça a mis du temps, mais au bout d'un moment, voilà, je veux dire, c'est tombé, l'amende est tombée, la pénalité est tombée aussi. Et voilà, je veux dire, le règlement a été respecté encore une fois. Et ça, franchement, c'est top. Parce qu'après, donc il y a d'autres points évidemment qu'on va relever un tout petit peu après et qui fera purement partie de l'aspect sportif. Parce que bon, bah, il y a l'aspect technique qui est malheureusement c'est produit et que c'est pas du fait de Lewis, hein. Voilà, ça a été assemblé de cette manière-là et bah voilà, c'est pas Lewis qui a dit mais enlevez-moi des 3 mm. Enfin voilà. Enfin, c'est évidemment avec beaucoup d'ironie qu'on évoque ça. Mais voilà, en tout cas. Il y a un autre pilote qui a fait lui son petit bout de chemin, c'est bel et bien Valtteri Bottas, parce que lui clairement en fait la qualif sprint ça se passe bien, la qualif ça se passe bien, alors évidemment je l'ai fait un peu dans le désordre, mais et puis même après on peut tirer un peu sur la course, c'est un peu plus tiré, mais en soi Valtteri il s'en est très bien sorti. Donc au final, si on veut résumer, donc 7 points au total glanés par Valtteri Bottas via les qualifs sprint, 7 points pour Max Verstappen, donc finalement c'est un ex-aequo, mais il y a aussi les points de Lewis qui vont compter, donc au niveau du championnat constructeur, bah finalement la qualif sprint ça a plutôt favorisé Mercedes, de très peu, mais voilà. Ça a aidé, certes. Donc l'année prochaine on parle de 6 qualifs sprint. Ça pourrait être tout à fait intéressant de voir quelle écurie en profitera le plus. Ah, c'est sûr, hein, je veux dire, ces petits points, mine de rien, on dit que c'est que 3 points, ou 2 points ou 1 point, mais ces points-là, quand on arrive en fin de saison, quand on dit ah oui, mais tiens, si on n'aurait pas marqué ces 3 points-là, et bon, on se dit bah finalement, la 2e place ou la 3e, elle était pour nous alors qu'on a la première, quoi. Donc c'est sûr que ces petits points-là auront quand même une grande importance l'année prochaine, surtout que le format est x2 du coup, donc 2 fois plus de points distribués en qualif sprint, c'est sûr. Et si on a un championnat aussi serré que celui de cette année, parce que franchement là, on est à 3 courses de la fin, et là, je suis toujours incapable de vous dire qui c'est qui va avoir le titre. Que ce soit de constructeur et pilote. Nathan, justement, ce qui était drôle, c'est que la semaine dernière, tu nous as fait le petit prono, savoir, oui, alors il y a tel nombre de points qu'il faut que ça gagne. Bon, maintenant, tu refais le décompte ou... on verra dans 2 Grands Prix, histoire de se laisser l'eau à la bouche. Ouais, on va se laisser l'eau à la bouche, mais voilà, tu vois, c'était les petites stats comme ça pour voir comment ça allait se passer, tout ça. C'est toujours intéressant de voir. Mais c'est vrai que là, ce qui est vraiment incroyable, c'est que la Mercedes, c'est une toute autre machine qu'on a vue à Mexico. C'est impressionnant. Bah, justement, juste avant de passer vraiment sur la partie course et la partie remontée de Lewis aussi, est-ce qu'il y a un pilote en particulier, je vais commencer par Adrien, qui vous a impressionné dans la qualif ou qualif sprint? Vous prenez dans l'un des deux, les deux, comme vous voulez. Franchement, qualif et qualif sprint. Bah, en vrai, ça serait Bottas quand même, parce que je veux dire,
Il a fait son petit bonhomme de chemin, on n'a pas trop parlé de lui, mais mine de rien, il a été là au bon moment, quand il fallait. Il a bien aidé Lewis, etc. Mais franchement, ouais, c'était top. C'était top, top, top. Il a fait un super job ce week-end. Puis après, bien sûr, qualif et quali-sprint, clairement Lewis aussi, on peut rajouter. En qualif, Paul, disqualification par la suite. Plus 15 places en 24 tours, il me semble. C'est ça. Pénalisé. Et ensuite, on repart pour la course pour faire 9 places de plus. Un week-end comme ça, je pense qu'il n'y en a pas eu 36 en Formule 1. Après, il faut dire qu'il a eu un moteur tout neuf. Ça, C'est voilà. vrai, c'est Ça, vrai. c'est un des aspects qui peut. Il y a eu un moteur tout neuf. Par rapport à ça, d'ailleurs, je pense que la FIA devrait revoir cette réglementation. Parce que, j'ai envie de dire, c'est trop facile. J'ai envie de rebondir là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles, Nathan, mais Honda avait un peu cette philosophie-là. Pour gagner le championnat, voilà, ils savaient qu'ils n'avaient pas trop de fiabilité. On s'est dit, on va miser à fond sur la performance, etc. Même si Verstappen va changer de moteur tous les week-ends, on s'en fiche du moment qu'on peut avoir le championnat à la clé. Ça pouvait être une stratégie, ouais, comme ils avaient proposé. Oui. Ouais, mais tu regardes, on va dire qu'ils sont qu'à 3 moteurs, parce que les moteurs perdus dans les accidents qui étaient neufs, j'ai envie de dire, je vais pas les compter. Mais voilà, j'ai envie de dire, que tu dises, voilà, vous changez les moteurs, ok, vous prenez des pénalités, mais il faut faire beaucoup plus, parce que là, c'est 5 places, il a pris 5 places de pénalité. Tu regardes, en gros, 5 places de pénalité, c'est quoi? Tu te retrouves derrière une Ferrari. La Ferrari, j'ai envie de dire, t'as une Mercedes, tu la bouffes en 2 tours, et après, les 4 autres devant, c'est qui? C'est Max, Perez et Bottas. J'ai envie de dire, c'est trop simple. Qui aurait, on va dire, un tarif cumulable, tu vois, te dire le premier moteur que tu changes, t'as 5 places de pénalité, le deuxième que tu changes, t'as 10 places de pénalité, et ainsi de suite. Parce que autrement, Ça pourrait être pas mal. parce que pour moi, je trouve que c'est trop facile. Tu changes de moteur, bah écoute, c'est même, allez, on va dire, t'es pénalisé, c'est merde, c'est juste, zut, je vais lasser des feux et je le refais, quoi. J'ai envie de dire, non, j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop facile. Alors. Parce que du coup, t'as un moteur qui est tout neuf. Tu dis, bah voilà, j'ai pris que 5 places de pénalité, c'est bon, quoi. Et tu peux y taper dedans comme tu veux. Donc c'est pour ça, à mon avis, Red Bull et Honda, ils vont revoir leur jugement, ils vont peut-être changer de moteur le moteur de Max au prochain Grand Prix. Hein. De toute façon, le championnat est toujours en faveur de Max. Il n'est pas en faveur de Red Bull parce que l'écart s'est agrandi, mais ça on va en reparler à la fin de la vidéo. Il y a un aspect qu'on va aborder assez rapidement, évidemment, la course, parce que là, la course c'était quand même quelque chose, surtout le départ, donc qui a été marqué par au tout premier mètre, on va dire, le malheureux accrochage entre les deux compères. Pourtant ils s'apprécient, mais on a le choc entre Lando Norris et Carlos Sainz. Carlos Sainz qui pour le coup n'a pas été trop laissé de place, mais bon, ça c'est comme ça. Et évidemment, un autre point qui est important, c'est l'échappée, l'envolée de Max Verstappen face à Valtteri. Autant au qualif sprint c'était l'inverse qui s'était produit, autant là durant la course c'est clairement en faveur de Verstappen, surtout que Verstappen s'est pas laissé faire, il a même embarqué au large. Donc on aura même l'occasion, je pense, d'en parler après avec Lewis. Mais ok, si on fait deux, trois petits mots là-dessus sur le départ, qu'est-ce que vous pourriez en redire? Je vais repartir sur Adrien. Franchement, au départ, j'ai envie de te dire, franchement, dommage entre les deux compères, comme tu les appelles. Mais franchement, ouais, là, c'était un peu une erreur de petit débutant, quoi. Si on regarde pas dans ses rétros, on dit tiens, il y a personne qui va venir par là. Sauf que Lando, il a un départ canon. Et du coup, le milieu s'est déjà pris, donc il faut forcément trouver de la place à droite. Donc, il essayait de passer. Puis, j'ai envie de dire, il y a un peu une mésentente entre les deux, parce que du coup, t'as Carlos qui donne un coup de volant à droite. Et ensuite, t'as Lando qui redonne un coup de volant à gauche. Donc, le contact se fait là. Donc, ouais, un petit incident de course banal, quoi, entre guillemets.
on va dire voilà. Et après, du coup, sur le départ du contre Verstappen et Bottas, j'ai envie de te dire, ça a fait l'inverse. On a inversé les positions et on a vu vraiment qui la ligne qui était la mieux partie hier, etc. Donc franchement, oui, ça n'a pas été surprenant de voir Verstappen prendre le large dès le premier tour. Nathan, est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus? Oui, c'est que j'ai envie de dire, Max, à part pour la qualif sprint, il a dit bah ouais, mais bon, je vais pas prendre des risques pour rien. Les plus gros points, on les prend demain. C'est pour ça, il est allé tranquille. Et Valtteri, les départs, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il nous a fait à Mexico, tu veux passer? Max, passe, regarde, je te fais un boulevard, en plus je te donne la spie. Tu veux, si tu veux, je peux même t'apporter le café. Donc, oui, d'ailleurs, très beau casque, sur je le fais l'aparté, très beau casque de Valtteri, très beau casque de Lewis, très beau casque de Max aussi. Enfin, il y avait des beaux casques là ce week-end. Je fais l'aparté parce que café, Valtteri. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, mais voilà, les départs, Valtteri, c'est son point faible. Parce que, on l'a vu, les deux Red Bull sont passés très rapidement. Et puis, voilà, Max, il savait qu'il fallait qu'il creuse l'écart assez rapidement pour gagner le maximum de temps sur Lewis. Malheureusement, la Mercedes était bien plus forte sur ce Grand Prix. Le moteur neuf, plus le petit tips technique qui a aidé. Mais oui, en plus, Hamilton voulait à tout prix gagner parce qu'il était sur les terres de son idole. Donc pour lui, c'était une source de motivation encore plus grande. Et même c'est une revanche par rapport à ce qui s'est passé tout au long du week-end. Donc oui, il était gonflé. Il était gonflé, il fallait qu'il gagne à tout prix. Lui, c'était... Je sens que ça te titille beaucoup de reparler de la remontée de Lewis. Je bascule tout de suite. La transition Lewis. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est parti. Donc, on a Lewis, que ce soit en qualif sprint, que ce soit en course. Il nous a fait une remontée spectaculaire dans les deux fois. Évidemment, en qualif sprint, il remonte 5, mais du coup, avec la pénalité moteur, retombe 10. Ensuite, il part à 10 et il gagne, si je me trompe pas, il est déjà P6 dans les premiers mètres, quoi. C'est ça. C'est pas rien. Donc là, s'il y a un instant de ce week-end que vous devriez retenir, ce serait lequel pour Lewis pour sa remontée? Franchement, pour moi, ça serait la qualif sprint, parce que remonter les 15 places en 24 tours, et encore, il y avait encore un ou deux tours de plus, c'était P3, je pense, il y avait moyen, donc sans citer la qualif sprint. Ouais, c'est... après, voilà, le moteur neuf, ça aide, et de toute façon, il savait qu'il avait rien à perdre. Il avait rien à perdre sur la qualif sprint. Je veux dire. Il savait qu'il avait rien à perdre. Parce que après, vis-à-vis de donc la qualif sprint, évidemment pour lui il fallait qu'il cravache parce que le but c'était d'être le moins loin possible de Max pour limiter la casse. Alors après on sait qu'il a plus que limité la casse parce qu'il a gagné le Grand Prix. Ah. Mais il s'est quand même fait chipper, et ça je tiendrai à le préciser parce qu'on va pas l'aborder plus, mais le point du meilleur tour a été chippé par Sergio Perez. Donc ça aussi, c'est entre qualif sprint, les points de la qualif sprint et les points de meilleur tour, ça va compter énormément à la fin de la saison. Sachant qu'il en reste plus que 3 possibilités de meilleur tour, donc ça va commencer à être de plus en plus difficile. Pour ce qui est de Lewis, est-ce que par exemple, est-ce qu'on a une stratégie qui était un peu undercut, puis après overcut? On va pas rentrer dans un détail technique pur, mais est-ce que finalement la strat qu'il y avait autour de Mercedes était la plus judicieuse? Parce que ça avait l'air quand même d'être un peu à double tranchant cette histoire. Au départ. Ouais, je pense. En soi, pour Lewis, c'était un peu une stratégie différente de Valtteri. Parce que Lewis, c'était à fond pour remonter le plus vite possible. Donc du coup, Max attaque dans les pneus.
Donc du coup, arrêt plus tôt. Et ensuite, du coup, sur la fin de course, en fonction de la place, voilà, toujours cravacher sur Max, mais en même temps, gérer la tempée, etc., la dégradation et tout ce qui en va par la suite, que ce soit batterie, tout ça. Donc ouais, mais franchement, une stratégie de Mercedes qui était pas mal. Aussi, du coup, pour Valtteri, la VSC, qui a quand même aidé, du coup, vu qu'il n'était pas rentré par rapport à Perez d'un coup, qui a fait l'overcut sur Perez, donc ça c'était top. Bon, je pense que Red Bull, ils ont dû avoir un peu en travers celle-là, mais bon, je veux dire, c'est un fait de course. Hein. Mais franchement, non, Mercedes a été bon sur tous les fronts, même si, voilà, dire que pour la course, la VSC a quand même pas mal aidé Valtteri, mais en tout cas, ils ont montré qu'ils étaient toujours dans le match, donc franchement, ça c'était top. La fin du championnat va être très, très, très serrée, je le sens bien. Et toi, Nathan, vis-à-vis de ce que vient de dire par exemple Adrien, ou même ton avis perso sur ce qui s'est passé ce week-end avec Lewis, sa remontée, sa strat de Mercedes, où justement il parlait, je comprends pas vos stratégies les gars, c'est trop, ça va pas, parce que d'ailleurs ils étaient à s'en plaindre durant la course, Valtteri et Lewis, de dire que la stratégie n'était pas bonne parce qu'il y avait un doublé manqué. D'accord. c'est pareil. Doublé manqué, je pense pas, parce que Valtteri est en dessous des deux extraterrestres là. Mais oui, c'était ça. Il fallait qu'il cravache le plus possible, qu'il remonte le plus vite possible. Et en plus, il pouvait se le permettre avec toujours ce moteur tout neuf. Donc il pouvait se permettre d'attaquer. Mais bon, par contre, cette histoire de moteur Mercedes, moi ça m'inquiète un petit peu pour l'an prochain. Justement, là on parle quand même beaucoup des moteurs, la fiabilité c'est quand même pas rien. On ose espérer que 2022 soit de meilleur augure pour l'ensemble des écuries, pour qu'on retrouve des belles batailles partout. Voilà, c'est quelque chose qu'effectivement j'aimerais qu'on puisse aborder à la fin de la saison. Donc je vous le redis ici dans la vidéo, évidemment j'en ferai la communication un peu plus tard. On fera un After the Season 2021 d'ici au mois de décembre, certainement avant les fêtes de Noël. Donc restez bien connectés, on vous tiendra au jus, et puis si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire et on se tiendra au courant. Petit aparté, on va reparler de Red Bull aussi, parce que là Red Bull c'est pas rien, ils ont tout donné, parce que finalement ils ont la strat, ils ont la réussite en partie aussi, parce que mine de rien la qualif sprint a été pas si mauvaise que ça, les premiers tours étaient plutôt bons, même en course. On voyait Sergio qui était dans le rythme, on voyait Max qui évidemment tenait Lewis à distance, puis ensuite les stratégies sont un peu inversées, mais on les a quand même sentis un peu impuissants au final. Vous pensez pas? Toi Adrien, qu'est-ce que t'as ressenti quand tu voyais peu à peu les chronos s'effondrer en fait? Parce que c'est ça qui s'est passé aussi. Ouais, c'est ça, j'ai envie de te dire, Red Bull c'était leur week-end, on va dire, où ils ont mis tout en eux pour tout faire bien, mais qui n'ont pas trouvé vraiment la solution pour être au-dessus du lot comme ils avaient fait auparavant, quoi. Donc franchement, je pense que j'ai envie de te dire, là, c'est analyse à fond pour le prochain GP, voir ce qui s'est pas bien passé, voir ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils peuvent développer même en cette fin de saison. Mais ouais, on sent que toute l'énergie a été donnée pour GP, et puis finalement on se gratte la tête parce qu'on récolte la deuxième et la quatrième place, quoi. Donc alors que les deux pilotes étaient clairement dans le rythme. Donc franchement un peu dommage, mais franchement je veux dire, on gagne un championnat sur le long terme et pas sur une course, donc j'ai envie de te dire, il y a très peu de soucis à se faire sur eux, ils vont savoir tout de suite se refaire, c'est sûr. Parce que après, on a quand même une chose qui est importante, c'est que Max estimait qu'il n'était pas de toute façon en capacité de faire plus. Donc oui, ils savent très bien où elle pêche en fait cette monoplace pour le circuit en question. Là le Qatar ce week-end ça va être sympa. Oui. Parce qu'on va en parler rapidement, très brièvement à la fin de la vidéo aussi, après l'aspect technique. Bon,
là, évidemment, on est sur le Brésil. Le Brésil, c'était un circuit qui était majoritairement Red Bull. Hein, c'était simple, c'était 100%. Hein. Des dernières courses, c'est Red Bull. Voilà. Donc forcément, ça fait un peu mal. Toi, Nathan, sur la manque de performance, est-ce que c'est pas aussi à cause de la saison en fait? Parce que finalement, les pièces, elles sont moins fiables là chez eux maintenant. C'est pas qu'elles sont moins fiables, c'est qu'elles ont elles ont plus de courses. Les moteurs ont un peu plus de kilomètres que la voiture de Lewis. C'est tout bonnement, c'est ça, et même la Mercedes, ça fait quelques années ça aussi qu'on le sait, c'est que la Mercedes est une voiture de moteur, de pure puissance. Et c'est là où on le voyait très bien avec Ferrari quand ils se battaient, c'est que certes la Ferrari n'avait pas le meilleur moteur par rapport aux deux, mais avait un meilleur châssis, et on le voyait sur les circuits qui étaient beaucoup plus techniques, la Ferrari arrivait mieux alors que la Mercedes pêchait un peu. Et le circuit de Sao Paulo, c'est ça, c'est un circuit qui est traître, c'est que il y a vraiment un secteur qui est vraiment très sinueux, très, très lent, mais il y a une grande partie où c'est vraiment des grosses lignes droites avec beaucoup de vitesse max. Je crois que la VMAX ce week-end c'est 341 km/h. Faut envoyer beaucoup. C'est vraiment assez traître. C'est un peu comme un Spa où il faut être très rapide mais à la fois avoir beaucoup d'appui. Et Mercedes a une voiture qui est faite pour la vitesse pure. Et c'est là où elle pêche un petit peu, c'est les parties sinueuses. Et justement, pendant un temps, là, c'est une question que je vais vous poser à vous deux. Vous avez pas cru que la tendance pouvait s'inverser, notamment avec la petite bataille Verstappen-Lewis, parce que on voyait que Lewis était plus que poussif, hein, et là, il était clairement au-dessus. Mais de par l'usure de ses pneumatiques, est-ce que la tendance aurait pu s'inverser? Parce que c'était quand même à la limite, hein, passer un temps. C'était à la limite, oui. C'était à la limite, et tu vois ce que je disais, on le voyait très bien, c'est que les parties ultra rapides de la première zone de DRS et la deuxième zone de DRS, Lewis revenait mais comme un avion de chasse. Par contre, dans les parties sinueuses, il était plus là. C'était oublie-moi, je reviens dans le dernier secteur, je suis là. Mais c'est ça, c'est pour ça que, tu vois, pour faire une aparté, le Qatar peut-être serait un petit peu plus favorable au Red Bull. Peut-être. C'est point d'interrogation là sur ça. On a là les deux prochains Grands Prix, on sait pas sur qui ça va être. Attention Nathan, la semaine dernière, vous m'avez dit ouais Mercedes sur Sao Paulo. Alors certes il y a eu le changement de moteur. Et Adrien, je te laisse la parole juste après. Mais Lewis et Valtteri, ils étaient loin d'être largués. Hein. Alors que Valtteri n'a pas changé de moteur. Mais justement, on reviendra tout à l'heure sur le fait que ce qui a permis à Mercedes de combler le gouffre qu'il y avait. Justement, on va en reparler. Vas-y Adrien, excuse-nous. Non, pas de soucis. Non, franchement, j'ai envie de te dire, comme Nathan disait, secteur des lignes droites, ça va très très vite. Petit secteur sinueux, je crois que j'avais estimé ça pendant la course, il y a 4 dixièmes facile qui s'en vont dans le deuxième secteur. Donc c'est quand il a fait la jonction, Lewis, c'était du coup 2 premiers secteurs, 6 dixièmes, et après il fallait qu'il a ce deuxième secteur, du coup fin du deuxième secteur avec la grande courbe à gauche, rester sous la barre des 1 seconde pour que là-bas. Il avait le DRS dans les 2 lignes droites, il arrivait à rentrer à 8 dixièmes dans le dernier virage. Max ne pouvait plus rien faire. De toute façon, il se faisait pas avoir sur la première, c'était sur la deuxième, c'était sûr. Franchement, voilà, la Mercedes, moteur de la ligne droite, et après voilà, on va dire tout ce qui favorise, mais bon, par contre, vu que la Mercedes était moins de châssis, du coup, deuxième secteur sur des listes plus sinueuses, pratiquement aussi plus court, non, ça, la Mercedes va plus pêcher. Mais s'il y a certaines lignes droites comme Spa, ou même du coup Brésil, franchement, oui, la Mercedes, c'est 100% de réussite pour elle, c'est sûr, à 100%. Bon, en tout cas, voilà, ce qu'on pouvait redire, mine de rien, entre Red Bull et Mercedes, parce que, mine de rien, on a quand même beaucoup parlé à propos d'eux, en même temps, c'est ceux qui ont fait l'animation du week-end.
évidemment, il y en a une dernière. Il y a une dernière écurie là qui a remis un peu le feu parce qu'on s'est dit tiens, la flamme commence à renaître. On va reparler un petit peu de la Scuderia Ferrari qui marque de gros points face à McLaren. Là cette fois-ci, on n'est plus sur du vas-y, je te prends des points, je te reprends ta place et puis on avance. Là c'est carrément un gouffre, c'est 30 points. Ah, 30.5 même. Qui est d'écart maintenant. Donc là, on touche quand même quelque chose d'important pour la fin de championnat, parce que rattraper ce nombre de points perdus là, au Brésil, ça va pas être facile là pour McLaren. Autant McLaren était bien parti avant, là, ça va être compliqué. Adrien, qu'est-ce que... Parce que là, est-ce que la Scuderia Ferrari en elle-même, elle serait capable de tenir le cap et finalement de devenir meilleure des autres? Franchement, j'ai envie de te dire oui, parce que vu comment le développement a flambé depuis le début d'année, c'est tout le temps en hausse de performance constamment, et je pense que même McLaren s'est fait un peu endormir, tu vois, même s'il y a eu la victoire à Monza, enfin le double à Monza, etc., qui a quand même bien aidé. Je pense qu'ils sont fait un peu endormir du coup sur cette deuxième partie de saison, parce que je crois que c'est Julien qui dit ça, Julien Febro. Il y a, il me semble, 2 fois moins de points d'inscrits qu'en début de saison. Donc franchement, je pense qu'ils ont un peu tout donné en début de saison pour essayer de creuser un max d'avance. Et puis après, du coup, plus aucun développement du coup sur cette deuxième partie de saison. Mais là, oui, les 30 points. Si Ferrari n'a pas un double abandon ou ne serait-ce que quelques ennuis, il termine hors du top 10, etc. avec McLaren dans le coup, ouais, ça va être vraiment très très compliqué de revenir, hein, surtout pour les 3 manches qui restent. Hein. Et toi, Nathan, ce que tu peux retenir de la Scuderia, les pertes d'ici la fin de saison? J'ai envie de dire que ce soit pour Ferrari ou pour McLaren, c'est un petit peu ce que je m'attendais en début de saison, c'est que Ferrari, ils allaient aller sur un rythme de développement plutôt lent et valider les étapes les unes après les autres, à cause de se précipiter. Et la McLaren, on l'a vu que sur les circuits ultra rapides, du style Monza, Spa, comment il s'appelle, Spielberg, c'est une fusée. C'est une fusée sur les circuits vraiment qui sont faits pour la vitesse pure. Elle est mais un missile. Alors que la Ferrari, comme vraiment c'était une équipe vraiment qui a été en totale restructuration, ils se sont dit, écoutez les gars, le but c'est pas qu'on finisse tout en haut, tout ça. Non, notre but c'est de scorer le maximum de points. Vous faites vos courses tranquilles, vous n'attaquez pas les uns les autres. Vous essayez, vous voyez s'il y en a un qui peut essayer de grappiller une place, il y va. Mais s'il n'arrive pas, tant pis. Il rend la position à l'autre, comme on l'a vu à Mexico la semaine dernière. Et aussi, cette nouvelle évolution moteur a donné un second souffle à Ferrari. Et aussi, ce qui a pêché énormément à McLaren cette saison, c'est la régularité. Quand on regarde les courses de McLaren, c'est les montagnes russes, c'est des dents de scie. Alors que Ferrari, c'est un petit peu plus régulier. Ils sont allés chercher la régularité Ferrari. En notant que là, pour hier, il s'est passé un abandon pour Daniel. Et Lando n'est que P10. Alors oui, il a sauvé les meubles, il a réussi à retourner dans les points. Mais en partant de là où il partait, il était quand même derrière le Ferrari. Voilà. Donc c'est vrai qu'il aurait pu faire jeu égal avec Pierre. Il faut souligner aussi, Carlos Sainz était 3ème de la qualif sprint. Ouais, exact. Il n'y a pas rien. Ouais. Après, il y a des cas de figure qui se montrent à nous, mais quand même, il n'y a pas eu de choc qui fait que y a des abandons durant la qualif sprint. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, je te rejoins complètement, Nathan. La Scuderia, pour le coup, c'est son seul point. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs en qualif sprint, c'est son seul point. Voilà. Donc, c'est le seul. Et j'ai envie de dire, attention de Ferrari pour l'année prochaine. Attention à eux.
parce que du coup ils ont un moteur qui est devenu bon, même voire très bon, pas excellent, il est pas au niveau du Mercedes ou du Honda, et c'est devenu un très bon moteur qui a l'air d'être fiable. Le châssis, je me fais pas de soucis, il marchera très bien. On l'a vu cette année. On a dit que les voitures de 2021 ce seraient les versions B des F1 2020. Ça, y a que La Red Bull SF qui a 21. respecté. McLaren aussi. Non, parce McLaren, que... Ouais, non, parce que... Williams. Red Bull, c'est Airbus SB, voilà, c'est carré, c'est dans le nom, voilà. Ah, la Williams aussi. La Williams aussi. Non, il y a que Red Bull, le reste, non, c'est diffamation. Non, il y a que Red Bull, c'est bien marqué B, ils ont pris 2-3 petites pièces et ils ont fait... Allez, on y va. McLaren aussi. McLaren aussi, c'est... Non, ils ont changé de moteur. Ah, Triche pas. Triche pas. Mais voilà, c'est... on prend la SF 1000 et la SF 21, c'est pas du tout les mêmes voitures. Non. Je pense que Ferrari, c'est les seuls à avoir amené une nouvelle voiture pour 2021. Quand on regarde, c'est les seuls à avoir amené une nouvelle voiture. Ouais. Ils ont corrigé vraiment les points faibles, ils ont vraiment ciblé les points faibles de la SF 1000 pour les appliquer sur la SF 21. Et ce qui fait que ça marche très bien. En plus, il y a des choses qui sont inédites sur cette voiture. Les petites cornes de taureau sur le museau, il n'y a que eux qui les ont de cette façon. Le museau, le nez, c'est les seuls à avoir ce nez-là. Un nez qui est totalement inédit. Personne ne l'a fait et il a l'air de très bien fonctionner. Mais tiens, justement, on va se faire ce petit prono parce que j'ai envie de le faire. C'est est-ce que la Scuderia Ferrari sera capable de faire un podium durant les 3 dernières courses? Une des 3. Est-ce que ça vous semble probable? Adrien, je te laisse la parole d'abord. J'ai envie de te dire, tout va dépendre des conditions de course, quoi. Si voilà, il y a quelques petits faits de course, quelques petits ennuis pour Red Bull ou pour Mercedes, tout ça. Mais je pense s'il y a une opportunité à saisir, clairement Ferrari va la saisir, hein. C'est clair. C'est clair, Okay. donc, dans tous les cas. Et puis même, j'ai envie de te dire, pour l'année prochaine, je pense que les opportunités ils vont savoir les saisir, je pense. Si franchement la recherche et développement s'est profilé comme cette année, franchement oui, il y a moyen d'avoir Ferrari dans le coup l'année prochaine, c'est sûr. Donc pour Adrien, c'est plus l'opportunité et le fait de course. Pour toi, Nathan, c'est pareil ou pas? C'est compliqué à dire parce que on a 2,5 circuits qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est ça, c'est le problème, c'est que je dis 2,5 parce que le circuit d'Abu Dhabi a évolué. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. C'est vrai. Mais... C'est ça ce qu'il faut penser, c'est que le circuit de Yas Marina a évolué, donc il y a un petit peu un point d'interrogation là-dessus. Ouais, justement, je profite que tu parles de ce point de vue et de cet aspect-là pour ensuite lancer sur la technique. Mais le Qatar, pareil, il n'y a jamais eu de course F1 dessus. Non. Autant la moto, si je me trompe, ça fait un petit moment qu'elle roule dessus. Autant la F1, ça va être une grande découverte. Alors, oui, Nathan, vas-y. Et d'ailleurs, pour revenir sur la moto, c'est ici, c'est au Qatar qu'il y a eu la plus grosse vitesse de pointe atteinte par une moto. 363 km/h. 32. Ouais, 362,5, il me semble. Alors, dans ces cas-là, dans ces cas-là, avant, du coup, c'est Darko. Respect. Si, en l'occurrence, si une moto arrive à cette vitesse de pointe, est-ce que, pour le coup, on pourrait voir une des plus grosses vitesses de pointe en F1 ? Peut-être.
peut-être. Après, avec la réglementation qu'on a actuellement, ça va être, en vrai, ça va être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de charges aéro. Ouais, mais avec du DRS. Donc, ah oui, mais même avec du DRS, t'as quand même énormément de charges aéro. Ouais, Regarde, cette année à Mexico, la plus grosse vitesse de pointe atteinte avec DRS ouvert et aspiration, c'est 350. Alors qu'en 2016, on prenait 370, si je me trompe bien. 372 Ouais, km/h. voilà, exact. Et c'est la vitesse la plus élevée enregistrée en course. Exact. Ça commence à faire, et même le record officieux, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a jamais pu être mesuré réellement. C'était toujours au Mexique, c'était une Williams qui aurait fait 375. Ça commence à faire. C'est pas encore une IndyCar lancée à pleine vitesse à Indianapolis va encore plus vite. Ouais, mais Ça, c'est ça, pas, c'est mais leur- c'est c'est pas leur le même cours profil. moyen. C'est Oui. pas le même profil aéro, et justement, si tu veux, on peut rebondir sur la Merco. On peut rebondir sur la mer. On rebondit sur la technique de la Merco. Tout à fait. Allez, je lance la diapo, c'est à toi. Attends. Alors, ouais, on a tous été très impressionnés par la vitesse phénoménale de la Mercedes en ligne droite, et le secret a été percé. Alors, quel est-il ce secret? Mercedes a choisi une suspension arrière beaucoup plus souple qu'à l'habitude. Ce qui fait qu'à très haute vitesse, avec les ailerons, il y a beaucoup d'appui qui se crée sur l'aileron arrière. Cet aileron arrière, une fois qu'il est chargé énormément en appui, il faut se rappeler qu'une F1 actuelle, on est sur 3 tonnes d'appui aux alentours de 320 km/h, ce qui est totalement colossal. Ce qui fait que ça va écraser la suspension. Le fait que la suspension s'écrase, vous allez avoir le fond plat de la voiture qui va se baisser sur l'arrière, ce qui fait qu'elle aura tendance à avoir le nez qui se relève. Et le fait que ce nez se relève et que ce diffuseur, le fond plat qui se rapproche du sol, fait qu'il y a moins d'air qui va s'engouffrer sous la voiture. Qui dit moins d'air dit aussi que le diffuseur va devoir moins travailler avec l'air. Donc, en gros, pour vulgariser le truc, c'est comme si Mercedes supprimait le diffuseur. Entre guillemets, parce que dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça, je suppose, parce que voilà, c'est beaucoup trop compliqué pour nous comme des mortels. Mais en gros, c'est ce qui a l'air de se passer, c'est que la voiture s'écrase, moins d'air passe en dessous, donc le diffuseur travaille avec moins d'air, donc ce qui fait que ça réduit la traînée. Et qui dit moins de traînée, dit moins de résistance à l'air, et qui dit moins de résistance à l'air, c'est-à-dire une voiture qui fait un missile. Là, avec ça, vous pouvez envoyer Thomas Pesquet sur l'ISS sans problème. Par contre, Ouais, le attention, seul ça fonctionne désavantage, pas l'hydrogène encore. pas encore, malheureusement. Par contre, il y a un inconvénient. Suspension très souple comme ça fait que la voiture est un peu plus capricieuse sur les phases de plus lentes, Accélération. de réaccélération, et les courbes. Pour deux raisons, puisque la voiture a tendance à plus s'écraser sur la suspension, elle va demander beaucoup plus aux pneus avec le transfert des charges, donc forcément vous allez avoir une usure des pneus arrière un peu plus conséquente, et aussi du fait que vous supprimez partiellement votre diffuseur, forcément vous avez moins d'appui, et quand vous avez moins d'appui dans les virages, c'est pas terrible, et c'est ce qu'on a vu ce week-end. Donc voilà en somme, je vous la repasse à l'écran, donc l'ensemble des informations que vous a cité Nathan, donc plus d'appui à l'arrière, parce qu'il y a aussi des suspensions plus souples, et une traînée moins importante. Voilà. Au niveau du diffuseur. Voilà, c'est vulgarisé, c'est fait c'est le but, pour que hein. tout le monde. C'est le but Voilà, de ce c'est qu'on pour a que fait. tout le monde comprenne comment du pourquoi. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et c'est là où on voit que ça, bon, là, ça s'est pas vu beaucoup, mais quand la Mercedes LDRS, elle se rapproche pas aussi vite. Parce que justement,
le fait d'ouvrir le DRS réduit l'appui, donc le système marche moins. Mais vous faites le combo DRS plus, je sais pas comment on peut l'appeler. Suspension Reduct System, ouais, voilà. Le SSR, on va l'appeler. SSR. Alors, à pas confondre avec les permis. Ouais, pas la SSR. Non, c'est le BSR. Ouais, mais il y a la SSR aussi. Ah. Eh oui, c'est avant. Ouais, C'est avant. T'as la SSR 1, le 2 et le BSR. On est d'accord, Adrien? Et On est d'accord avec ça. donc, DRS plus suspension molle plus aspiration plus, allez, un petit coup de Kers en mode patate. Et là, c'est bon, vous avez un combo gagnant pour avoir un missile pour attaquer Max Verstappen. Bon, en tout cas, pour résumer, parce que ça c'est quand même assez important, évidemment, on va repartir sur le classement à la fois de la course, pilote et constructeur. Donc c'est parti pour le classement de la course. En bref, évidemment, victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre qui a encore fait une super course. Esteban Ocon et Fernando Alonso qui ont joué le jeu d'équipe aussi, c'est un point que je tiens à préciser. Ils ont inversé les positions pour essayer de battre Pierre et ils n'ont fait qu'un arrêt. Chose autre à préciser. Et Lando Norris, dont on a parlé juste avant, qui marque le petit point de la 10ème place. On a évidemment un championnat pilote qui bouge beaucoup. Parce qu'à la fois on a les pilotes Ferrari qui se rapprochent de Norris. On a évidemment tout devant, il y a un autre point à préciser, c'est qu'évidemment l'écart Max Verstappen et Lewis Hamilton est toujours un peu à mi-chemin entre je suis à l'abri et puis oui, il faut que je marque des points. C'est clairement, voilà, il a un petit matelas d'avance Max Verstappen et c'est clairement pas les 3 courses qui pourront nous donner tout de suite la réponse. Donc là on va pouvoir se régaler. Et mine de rien, là au niveau championnat constructeur, là on a un autre point qui est important, c'est évidemment les 11 points d'écart du coup avec Mercedes, entre Red Bull et Mercedes. Donc là ça commence à se séparer, à se rediviser. Ça commence à être un peu plus compliqué, il va falloir que... L'écart est un peu plus important. Voilà, l'écart est un peu plus important parce que pour le coup, autant Ferrari repense bien devant McLaren, autant Mercedes Red Bull, un Grand Prix, une victoire, ça peut tout changer. Donc là, on a aussi Alpine et AlphaTauri où c'est ex-aequo, et ils sont quittés ex-aequo, ils sont revenus ex-aequo, bon, et ils repartent ex-aequo. Voilà, je crois qu'on peut pas mieux dire. Voilà, donc pour ce qu'il y avait à retenir de ce Grand Prix du Brésil, voilà, on repasse sur cette petite caméra qui fait plaisir parce qu'on, du coup, évidemment, je tiens à vous remercier tous les deux pour cette vidéo fort sympathique. Évidemment, Adrien, tu seras convié si tu es disponible, si tu le souhaites, pour l'After the Season 2021. L'occasion pour nous en fait de refaire un petit point. Donc normalement ce sera en format live, ce qui sera au contraire de cette vidéo, et on aura l'occasion évidemment de réagir à vos commentaires. Par ailleurs, si vous avez des suggestions, des idées, si vous avez des réactions face à cette vidéo, n'hésitez pas. Nous, tant que c'est constructif, on a envie de dire, c'est d'autant plus intéressant. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, écoutez, on va se laisser là-dessus. Merci les gars. Et puis, est-ce qu'il y a une petite note qu'on peut s'attribuer pour avant de se quitter? Une petite note pour le GP? Allez, on se fait ça. Et c'est le petit bonus. Franchement, moi je partirais sur un 17. Je partirais sur un 17. Pas d'ennui du début jusqu'à la fin. Enfin, même du week-end. Du début du week-end jusqu'à la fin du week-end. Donc, ouais, non. Une note amplement méritée, ouais, 17. Ok. Et toi, Nathan, t'es sur quelle note là avec ce GP? Je mettrai un 18. Et la raison pour laquelle je mets un point de plus, c'est par rapport à l'attitude de la FIA pendant la course. Qui pour une fois,
a laissé les pilotes se battre entre eux. Mm. Certes, ils sont sortis en dehors de la piste, mais c'était propre. Ils se sont... certes, voilà, mais ils se sont respectés, ça, ils se sont pas accrochés. C'est la course, c'est ce que les spectateurs veulent voir. Voir une course où justement les pilotes vont se chercher, vont se titiller, qui s'accrochent pas. La réaction de Lewis à ce sujet a été très bien. De pas dire oh non, fais chier, il aurait dû être pénalisé. Il a dit, on leur a dit, il n'y aura pas d'investigation par rapport à ce qui s'est passé. Hamilton a dit très bien. Parce que même je pense que dans ce cas-là, Lewis aurait appris que Max aurait été pénalisé. Je pense que ça l'aurait fait chier en vrai. Dans le sens, ouais, ben ok, je gagne, mais parce que l'autre il prend une pénalité de devant. Et certes, ils se sont bataillés, ils aiment ça. Max l'a dit, il a dit, bah, je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais une course comme ça, quoi. On en veut tous les jours. Et pour ça, j'ai envie de voir. Bon, je pense que tout le monde a vu cette course, mais autrement, si vous l'avez pas vu, mais allez voir la bataille René Arnoux, Pironi à Dijon-Prenois. Là, je vous le dis, ils perdent tous les deux la super licence sur une course. Ils perdaient tous la super licence. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Commence un petit peu à m'agacer. Ça va être vraiment mon coup de gueule de la soirée. Que vous soyez pro Ferrari, Mercedes, Red Bull, Lewis Hamilton, Verstappen, Mazepin, arrêtez tout simplement de cracher sur les pilotes, de les insulter, de manquer de respect, de vivre la course. Vous avez des différends, et bien tant mieux, ça permet de créer du débat. Mais d'insulter un pilote, de donner des surnoms du genre Crash Stappen, parce que voilà, il a fait un accrochage, tout ça, respectez, parce que vous savez très bien que vous n'aimerez pas qu'on critique le pilote pour lequel vous aimez. Donc respectez aussi les autres, parce que vous serez les premiers à venir râler par rapport à ça. Respectez tout le monde. On s'en fout de est-ce que c'était ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas bien. On vit la course. On aime la F1 parce que c'est du combat. Certes, il y a des moments de tension, tout ça, mais c'est tout. Il faut laisser-les se battre. Il y a s'il y a des juges qui doivent trancher, la FIA tranchera. C'est eux, c'est leur métier de le faire, c'est pas le vôtre. Regardez la course, kiffez la course et vive le sport auto. Eh ben, je pense que ça fait une bonne transition. On est quel jour pour noter cette phrase? Le 15. Alors, à l'heure où on précise où on enregistre la vidéo, le 15 novembre, 22h07. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, qui sont curieux, bah voilà, vous savez. Donc, sur ce, à ciao ciao, et on se dit à ce week-end pour le Grand Prix du Qatar. Ciao. Salut.